Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun. Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin Bretagne et on vous accueille pour 52 minutes d'émission. Alors ce matin, nous recevrons une femme qui a levé un tabou, celui des amours de vieillesse. C'est le titre de l'ouvrage publié aux presses de l'EHESP qu'elle a coordonné et co-écrit. Marie Fèvre nous propose une réflexion sur l'intimité et la sexualité des personnes âgées et au passage, elle combat beaucoup de clichés. Nous verrons cela avec elle dans quelques instants. Il est fou de danse et ça fait des années que Boris Charmatz, chorégraphe, travaille au décloisonnement de cet art. Son musée de la danse est un pari réussi. Il nous présentera son dernier projet expérimental, La Ruée, qui aura lieu ce samedi soir au TNB à Rennes. Du côté des archives de l'INA, nous accueillerons ce matin pour la première fois Benjamin Sabatier qui nous éclairera sur le fonctionnement des urgences de l'Hôtel-Dieu à Rennes en 1978. Gros plan également sur l'exploit de Fabrice Huré. Il y a un an, ce Breton qui est insuffisant en rénal a couru le trail de Bourbon, l'une des courses de montagne les plus mythiques. Eh bien, un exploit qui a fait l'objet d'un film documentaire. On en parlera avec lui dans un instant. Et puis, nous swingerons sur les mélodies de la chanteuse Caroline Day entre pop, folk et jazz. Cette artiste rennaise nous entraînera ce matin dans son univers musical. Et pour finir, on n'oublie pas évidemment l'ami Billy qui fait un stage de conduite ce matin en conditions hivernales. Vous verrez cela, il faut apprendre à maîtriser son véhicule en toutes circonstances. Eh bien, ça n'est pas si facile. Allez, puisqu'on parle d'hiver, bien justement, c'est l'heure de la météo. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Laurence, ça va bien? Oh, ça va, impeccable, la grande forme. Bon. Vous parliez de conditions hivernales sur les routes, on est exactement là-dedans. Il y a eu brume et brouillard déjà sur l'est de la région ce matin, ça s'est dissipé. Mais voilà, il fait fret, je vous apprends rien, il fait froid. Sortez vos cache-colles. Et sortez couverts, n'oubliez pas. Allez, vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live. Vous restez au chaud, vous restez avec nous. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Je suis bien entourée encore une fois ce matin pour votre émission. Allez, bonjour Boris Charmatz. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour Fabrice Huré. Bonjour. On évoquera votre exploit tout à l'heure. Bonjour Benjamin Sabatier. Bonjour. Et bonjour Marie Fèvre. Bonjour Laurence. Bienvenue. Vous êtes co-auteur et vous avez coordonné un ouvrage intitulé Amour de vieillesse aux presses de l'EHESP. Vous avez levé beaucoup de tabous, on l'évoquera tout à l'heure dans cette émission. Ça pose plein de questions en termes d'amour, de séduction, de vie intime des seniors. Eh bien, on l'évoquera dans quelques instants. Pour l'instant, puisqu'on parlait d'hiver tout à l'heure avec Catherine, je vous propose qu'on aille retrouver Billy pour un stage de conduite un peu particulier. Vous allez voir ça tout de suite. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors ce matin, je suis au Centaure qui est situé au Reux en Ille-et-Vilaine avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour Billy. Donc Richard, c'est le patron du coin. Alors nous sommes ici dans un centre de prévention routière, c'est ça? Prévention des risques routiers. Voilà, Prévention tout à des fait, risques absolument. routiers. Alors c'est quoi en fait ce centre de prévention des risques routiers? Explique-nous. Eh bien, c'est un centre qui a pour vocation de recevoir divers publics, D'accord. entreprises, particuliers, car il faut savoir que l'accident routier est la première cause de mortalité au travail. Donc notre propos à nous, c'est de recevoir ces personnes et de leur exposer ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qu'ils ne connaissent pas, notamment leur véhicule. Les gens conduisent des véhicules tous les jours sans savoir Ça c'est bien vrai. ce qu'ils sont. On se connaît mal nous-mêmes. D'accord. Donc notre but à nous, c'est sans moralisation, grâce à un outil assez performant, de les amener à comprendre les vérités de la voiture, les pièges de la route, D'accord. en vue que par la suite, ils les évitent. Ok. Donc nous conduisons tous les jours en pleine méconnaissance de l'environnement. Alors que je vous dis, moi je ne suis pas né avec la voiture, mais les jeunes d'aujourd'hui naissent avec la voiture, ont le sentiment qu'il est familier, il est... Voilà, eh ben non, on est très loin de la vérité. Et dès qu'on a le moindre petit obstacle, de la pluie, de la neige, on ne Voilà. sait jamais comment réagir. On a quoi. déjà beaucoup d'a priori sur la voiture, on pense des choses, on ne connaît pas les fondamentaux. Et puis en effet, on a le sentiment que rien ne pourra nous arriver, l'accident ça arrive toujours aux autres. Et notre but à nous, c'est d'expliquer que ça peut nous arriver demain matin et que l'idéal, c'est d'anticiper. Et avoir 2-3 astuces pour bien gérer ce genre de Et choses, ensuite quoi. de bien comprendre l'histoire pour ne pas aller dans le piège, quoi. Donc moi je suis un particulier, j'ai envie de venir faire un stage chez toi, je peux.
Tout à fait, absolument. Okay, d'accord, pas que les entreprises, quoi. Non. Alors, 85% entreprises, mais nous avons plus de 15%. Enfin, le complément en grand public. Donc, toute personne qui souhaite offrir ce stage-là à leurs enfants ou à un parent peut le faire en nous appelant. Donc, c'est voitures, tu fais aussi les motos, les poids lourds ou tu fais que voitures? L'ensemble des véhicules routiers, c'est-à-dire des véhicules légers, des véhicules utilitaires légers, des petites camionnettes, jusqu'aux poids lourds. Par contre, pour la pratique sur nos pistes, nous avons ici un poids lourd dédié. Je ne prends pas plus de 10 tonnes parce que sinon ça va dégrader nos pistes. Ça marche. Eh bien écoutez, on va se retrouver tout à l'heure au volant de la voiture, c'est ça? Absolument. Bon, je pense que ça va glisser parce que je vois derrière de l'eau partout sur les routes et tout, donc on va se retrouver tout de suite. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, pour quelques glissades. Alors, côté glissade, justement, il y en a un qui en connaît un rayon, c'est le chorégraphe Boris Charmatz. Bonjour, bienvenue à vous. Glissade, c'est peut-être pas le mot en danse, mais quoique, si. Ouais, ça peut. Ça fait 10 ans que vous dirigez un très beau bébé, le musée de la danse, que vous avez créé. Vous allez partir vers de nouveaux horizons à la fin de l'année. On avait envie quand même de vous demander quels souvenirs marquants vous gardiez de ces 10 années d'expérimentation. C'est dur parce que c'était justement 10 années très riches et même au quotidien, le lundi, le mardi, le mercredi. Donc il y a des moments forts. L'un des premiers moments, je dirais, c'était d'avoir été invité à Avignon comme artiste associé. Ouais. Et on a présenté un spectacle avec... on était une cinquantaine à partir de Rennes pour aller à la cour d'honneur d'Avignon, dont 25 enfants. Et le spectacle s'appelait Enfant. Ouais. Et ça a été un moment inoubliable, ça nous a marqué. On est parti en tournée ensuite dans toute l'Europe. Donc c'est vrai que ça, c'est un des moments forts. Mais c'est aussi parce que c'est à Avignon, c'est un festival de théâtre international. Mais en fait, on est devenu rennais en allant à Avignon. C'était mon sentiment. Ouais. Donc ça a été, c'était 2 ans après mon arrivée, mais ça a été un grand moment collectif. Voilà. C'était en 2011. Alors, il y a eu d'autres moments très, très forts, bien sûr. Je ne sais pas, vous avez tellement fait de choses. Oui, en fait, on a vraiment articulé ce qu'on faisait ici et ce qu'on faisait ailleurs. Donc, voilà, moi, ça m'a plu de faire Fou de danse ici. On a fait 3 éditions sur l'esplanade Charles de Gaulle. C'était incroyable. On a fait une édition à Brest aussi. Et ça a été un grand moment parce qu'on a le musée de la danse, c'est au Centre chorégraphique national. C'est un tout petit lieu. Et puis, en investissant la place avec l'aide des Champs Libres et de Roland Thomas, son directeur, on a fait un événement qui a concerné 16 000 personnes. Donc, être à Rennes et prendre le risque de la pluie, le risque qu'il n'y ait personne aussi, de la gratuité. Et pour moi, c'est inoubliable, c'est sûr. Et c'est un événement qu'on a refait ensuite à Paris, à Berlin et qu'on va refaire dans le futur. Ce qui ressort chez vous, on sent que vous êtes profondément imprégné, marqué par tout ce qui est de l'ordre du travail en commun, des gestes collectifs. Pour vous, c'est ça l'essentiel aujourd'hui J'aime bien la danse au sens très large. On danse sous la douche, on danse sur YouTube, on danse ensemble. Il y a des danses traditionnelles, il y a des danses de boîte. Et au fond, moi, j'ai envie que la danse ait tout ce terrain-là. C'est-à-dire, c'est pas seulement la danse de scène. Et nous, là, on est dans des musées. On a aussi beaucoup fait pour que l'écrit et la danse cohabitent, communiquent. Et de fait, il y a beaucoup de chorégraphes qui ont écrit. C'est souvent considéré comme de la littérature mineure, mais nous, on a essayé au contraire de montrer que c'était un segment important en fait, de la dimension de la danse chorégraphique. Avez-vous le sentiment justement d'avoir réussi à inventer une sorte de nouveau type d'espace public pour la danse? Vous l'avez vraiment fait sortir des murs. Alors, on sait que c'est un mouvement aujourd'hui qui prend de l'ampleur, mais vous avez vraiment poussé très très loin, quoi. Bon, en fait, on a décidé de ne pas se retourner sur notre passé avant la fin. Donc on se dit, on va faire une rétrospective du musée de la danse, mais dans 2 ans, dans 3 ans, jusque-là, à la dernière goutte, comme ça, au dernier jour, on va se faire plaisir, expérimenter. Donc je réfléchirai plus tard, mais je pense qu'on a quand même réussi à imposer cet agenda-là que la danse, c'est pas seulement dans les écoles de danse, c'est pas seulement invité dans les théâtres, mais ça peut aller partout. Et qu'il y a peut-être besoin d'un autre type de lieu qui pourrait être un musée de la danse. Voilà. Vous dites que vous avez envie aujourd'hui de digérer ces 10 années. C'est un mot fort quand même, digérer. Ça veut dire quoi? Que même vous êtes allé en expérimentation au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire? C'est sûr moi j'avais écrit un manifeste, on avait des idées, mais c'était un point d'interrogation. C'était qu'est-ce que serait un musée de la danse? Et on a été complètement dépassé, je dirais, par ce qui s'est passé. Qu'on ait été au MoMA à New York, qu'on a été invité à la Tate Moderne à Londres, qu'on a été de Singapour au Japon, en Corée et dans toute la Bretagne. Ça, on n'avait pas imaginé que ce serait ça, Fou de danse. On n'avait pas imaginé ça. C'est vraiment fait petit à petit, et puis avec des projets qui rebondissent les uns sur les autres. On fait un projet avec des gens de Rennes qui s'appelait Roman Photo, qui s'emparent d'un répertoire de Cunningham. Et puis après, on a fait le projet, on est content, puis ils nous disent mais qu'est-ce qu'on fait après?
Et du coup, on se dit, ah oui, bon, faisons des ateliers tous les lundis. Et par exemple, ces ateliers du lundi, qu'on appelait les gifts, c'est devenu le cœur du musée. C'était pas prévu. Et c'est des ateliers où, au lieu d'avoir un professeur invité tous les lundis, c'est par surprise. Donc, c'est des artistes qui sont là, qui sont au TNB, qui sont au Triangle, qui sont en résidence au Musée de la Danse, qui viennent et qui, par surprise, enseignent le lundi. Donc, c'est en aveugle, je dirais. On a un artiste invité, mais les giftiens, les participants de l'atelier, ne le connaissent pas. Et du coup, en une année, ils font à la fois des partitions de danse moderne américaine. Et ils rencontrent Latifa Labissi, qui fait un travail sur La sorcière de Marie Wigman. Ils improvisent, ils font un atelier sur la lumière. Ils ont un grand plasticien comme Tino Segal qui vient leur apprendre quelque chose. Et puis, ils finissent avec Anne-Theresa de Kersmacher. Et en une année, il y a vraiment une sorte de culture chorégraphique qui se fait de manière hebdomadaire, mais à un niveau qui est inimaginable si on avait un cours régulier d'entraînement tous les lundis. Vous bousculez tout, vous aimez bien ça. Alors vous allez prendre un dernier gros risque artistique, ça va se passer ce samedi au TNB, justement, vous en parliez tout à l'heure du TNB. Ça va s'appeler La Ruée, ce sera à partir de 19h. La Ruée, qu'est-ce qui va se passer en quelques mots, dites-nous? En fait, je suis tombé sur ce livre, comme beaucoup de gens d'ailleurs, parce que c'est un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Histoire mondiale de la France. Alors montrez-le-nous bien. Qui est coordonné par Patrick Boucheron. Patrick Boucheron. Alors moi, j'aime cette entreprise parce qu'elle m'évoquait quelque chose du musée de la danse, en fait, parce que c'est une histoire de France, de la France, mais complètement perméable aux migrations, à tout ce qui se passe dans le monde. La France n'existe pas en tant que telle, elle est en Europe, elle est dans le monde. Et puis ça a été écrit par 122 mains d'historiennes et d'historiens. Et justement, le musée de la danse, ça fait beaucoup de gestes collectifs. Et on s'est dit, au lieu de faire un dernier événement au TNB qui serait notre meilleur spectacle, le best-of, je sais pas quoi, la meilleure exposition, on se dit, faisons un dernier projet et on va exposer le livre, en fait. On a confié une quarantaine de chapitres, exactement 50, à une cinquantaine d'artistes qui chacun donc prend en charge un chapitre et chaque artiste va danser, bouger, va s'emparer, lire, gloser, se souvenir d'un chapitre. Et du coup, ça va être comme une exposition vivante. On rentre dans le TNB, il y a une installation magnifique d'Yves Gaudin avec des gyrophares partout. Et on va pouvoir se balader et toucher à des dates, en fait, parce que c'est un livre qui est organisé par date. Donc on va aller de moins 34 000 avant Jésus-Christ à 2015. Donc voilà, Et donc vous invitez tout le monde à venir vous rejoindre. Voilà, c'est un événement qui est libre. L'entrée est gratuite. Ça dure 3 heures. Voilà. On peut rester juste avec Arthur Nozessiel, le directeur du TNB, qui s'est focalisé sur 1973 et la chute de Salvador Allende, ou zapper, grappiller. Voilà, ça va être extra, certainement. J'espère. Alors des les artistes chiffres, incroyables. alors les chiffres, justement, vous travaillez beaucoup dessus, hein, et votre prochaine création, Infini, elle va s'appuyer aussi là-dessus. Oui. J'aime bien les chiffres. En fait, comme danseur, c'est un traumatisme. On est toujours en train de compter. Vous savez, voilà, c'est dans les cours. Mais même sur scène, on écoute de la musique, mais au lieu d'écouter la musique, on est en train de compter la musique pour être sûr de ne pas rater un temps. Et moi, c'est un rapport d'amour-haine. Je déteste ça. Et dans mes chorégraphies, en général, on ne compte pas. Mais là, j'ai décidé de compter. Et on compte des chiffres de danse, mais on compte aussi, du coup, des dates. C'est-à-dire que c'est pas du tout pareil de compter 2015, 2016, 2017, 2018, ou de compter... Il y a aussi des chiffres mathématiques, les racines carrées de 2, les nombres pi, etc. Donc c'est toute une recherche comme ça de partition avec des comptes qu'on va habiter par la danse. Et vous allez nous quitter pour quelle direction, dites-nous? C'est vrai que j'ai passé 10 années extraordinaires ici en Bretagne. Ouais. Et je vais partir dans les Hauts-de-France. J'habite à Bruxelles. Et je vais travailler dans les Hauts-de-France à l'invitation de la région, mais de 3 théâtres aussi, l'Opéra de Lille, le Phénix de Valenciennes, la Maison de la Culture d'Amiens, qui sont des très très beaux lieux. Et je vais découvrir cette région-là et on va voir ce qui va se passer. Eh bien, on vous souhaite bonne continuation, Boris Charmatz. Et puis on Merci. rappelle donc La Ruée, ce sera ce samedi dès 19h au TNB à Rennes. Voilà, merci beaucoup. On va parler de sexualité avec vous, Maric. Vous avez coordonné un ouvrage collectif intitulé Amour de vieillesse, qui est sorti aux presses de l'EHESP. Comment est venue l'idée de ce livre? Vous en êtes la co-auteure avec Nicolas Riguidel. Alors, c'est un livre qui est issu d'une réflexion assez ancienne. De toute façon, on parle de vieillesse aussi ce matin. Elle a plus de 10 ans maintenant et elle faisait suite à des constats de directeurs d'établissements, de maisons de retraite, comme on dit plus familièrement, qu'il y avait une intimité dans les établissements des actes sexuels et que les professionnels ne savaient pas comment les gérer. Donc, c'était... On faisait semblant de ne pas voir, quoi. En gros, c'était un peu ça.
Oui, enfin, ça dépendait. Il y avait des pratiques individuelles dans chaque établissement, c'est-à-dire des pratiques de directeur. Et nous, on a souhaité lever le tabou, c'est-à-dire le mettre sur la table, sur la place, s'en emparer, et puis chercher des solutions ensemble. Nous, on aime bien aussi faire ensemble en santé publique. Et la danse, ça parle beaucoup aussi dans ces questions-là. Enfin, on en reparlera peut-être, mais c'est un lieu de rencontre. Notamment pour les seniors, très important, la danse. Alors, vous tordez le cou à un paquet d'idées reçues. On va en passer quelques-unes en revue. Il y en a au moins 10, mais, mais on ne va peut-être pas tous les faire. La plus importante pour vous, c'est laquelle ? C'est que quand on est vieux, la super bonne nouvelle, c'est que le désir existe toujours, quel que soit l'âge que vous avez et quel que soit l'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire qu'on a tendance à associer la vieillesse à une image très dégradée autour du corps ou même de l'esprit. Aujourd'hui, c'est beaucoup des questions autour d'Alzheimer et autres pathologies. Et on pense que quand ça s'arrête, on va dire tout ce qui est proche d'un adulte jeune, eh bien le désir s'arrête. Eh bien non. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Vous pouvez être totalement grabataire, invalide et éprouver encore beaucoup de désir. Et puis vous pouvez aussi avoir perdu la tête, comme on dit familièrement, et éprouver aussi beaucoup de désir. Je dirais même que l'un n'irait presque pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes habité d'une pulsion de vie, ce que Freud appelle la libido, eh bien les désirs existent toujours. Et ce qui surprend aussi beaucoup, c'est qu'on n'imagine pas que ces corps soient encore désirants, ça je viens de vous le dire, mais aussi qu'on les médicalise beaucoup, ces corps âgés, entre guillemets. Ouais. Désirables. Alors, on a vraiment associé à la vieillesse cette image vraiment négative que je combats aussi, parce que finalement, en s'emparant des questions de sexualité, c'est aussi porter une image de la vieillesse totalement différente. Ça, c'est finalement le fond du fond, c'est de dire vieillir, c'est magnifique. Alors, vous dites, il faut pratiquer, il faut continuer à pratiquer pour avoir une sexualité épanouie. Oui, alors dit comme ça, ça semble aussi un peu contradictoire parce qu'on a tendance à associer à la vieillesse des dysfonctionnements, ou en tout cas de l'impuissance ou, pour l'homme, et puis des problèmes de lubrification pour la femme liés à la ménopause. Eh bien, c'est comme tous les muscles. Richard Marx pourrait nous le dire peut-être encore mieux que moi, mais ça s'entretient. C'est-à-dire que le pénis s'est monté sur une bande musculaire et elle s'entretient, aussi simplement que ça. Donc, vous avez... et l'entretien passe par une pratique à deux, autant qu'on veut, mais également seul. C'est important aussi de pouvoir continuer à se faire plaisir. Vous avez un franc-parler, vous dites les choses, il n'y a pas de souci. Et encore, je fais attention parce qu'il n'est que 9h50 le matin. Et que voilà. Alors, il y a des retours, comme vous avez eu, de beaucoup de femmes plus âgées qui disent que finalement, elles ont une sexualité beaucoup plus épanouie en vieillissant qu'étant plus jeunes. Alors pourquoi ? Alors que les organes génitaux, ils vieillissent, on le sait. Là, il y a un effet de génération. C'est aussi le message qu'on porte en ce moment. C'est en 2018, vous avez en fait, à l'intérieur de cette catégorie vieillesse, vous avez finalement deux types de vieux. On va dire ça de façon assez raccourcie ce matin. Ceux qui ont eu leur jeunesse sexuelle avant mai 68, avec des conditions d'épanouissement de leur sexualité quand ils étaient jeunes qui étaient différentes et qui étaient en plus différentes entre hommes et femmes. C'est-à-dire que l'homme pouvait aller expérimenter, il était autorisé à aller expérimenter sa sexualité avec des prostituées, enfin voilà. La femme, elle n'était pas autorisée et en plus, elle avait peur d'être enceinte. Parce qu'on était aussi sur ces conditions-là, pas d'IVG et pas de contraception. Sur la génération qu'on appelle les seniors, parce qu'ils tiennent à justement pas être associés à cette image dégradée de la vieillesse, donc ils aiment bien qu'on les appelle pas des vieux et plutôt des seniors, qui renvoient l'image sportive, en pleine possession de ses moyens. Eux, ils ont eu leur jeunesse sexuelle pendant mai 68, ou autour, ou après. Alors, ils ne sont pas automatiquement rués sur les pharmacies, dans les pharmacies pour... Il n'y avait pas la queue devant les pharmacies, j'ai même utilisé cette image pour la pilule. Mais en tout cas, ils ont bénéficié de cet esprit. Un sociologue, Michel Boson, appelle la modernisation sexuelle. Elle était déjà en œuvre après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle plutôt de modernisation sexuelle que de révolution sexuelle, même si ça a été beaucoup utilisé.
Et donc, ils ont un rapport à la sexualité qui est différent. Je ne vous fais pas un dessin, à partir du moment où vous n'avez pas eu autant peur d'avoir un enfant, je pense pour les femmes notamment, eh bien, inévitablement, votre sexualité n'est pas du tout la même. Et puis, vous étiez plus sous une tutelle masculine. C'est le droit de vote, c'est la contraception, c'est aussi l'autorisation d'avoir un compte bancaire, de travailler, sans avoir besoin de demander à son mari ou à son père. Eh bien, ça a un effet sur votre sexualité. Et puis, c'est aussi une génération qui n'hésite plus à divorcer quand ils ne sont pas satisfaits. Ah oui, c'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, la catégorie qui divorce le plus, ce sont les seniors. Et c'est dans la grande majorité des situations à la demande de la femme, qui n'est plus contrainte par ses moyens financiers notamment. Elle a assez travaillé, ou pas, ou en tout cas, elle fait ce choix. Et quand elle arrive à l'entrée de la vieillesse, de la retraite, pardon, pas de la vieillesse, de la retraite, elle n'a peut-être pas automatiquement envie de se retrouver face à quelqu'un avec qui elle a déjà passé 20 ans, avec qui il n'y a plus d'atomes crochus. Et les femmes intègrent bien mieux que les hommes les messages sanitaires. Elles prennent beaucoup plus soin de leur corps. Ça changera peut-être sur les générations suivantes. Et donc, elles sont en bien meilleure forme. Et puis, cette pression sociale qui veut qu'une femme fasse tout pour ralentir les effets du vieillissement. Moi, j'ai mis plein de sérums ce matin parce que je n'ai pas très bien dormi. Elles n'ont pas automatiquement envie d'un homme qui s'est dégarni, qui a laissé pousser son ventre et à la retraite qui aime bien son survêt. Vous restez avec nous, Marie. Oui. On continuera à parler tout à l'heure de votre livre et de tous ces clichés qui sont justement battus en brèche. Benjamin Sabatier, merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous nous rejoignez pour commenter une archive INA. Oui. Alors, on va se pencher aujourd'hui sur les urgences à Rennes en 1978. Dites-nous-en un petit peu plus avant qu'on la regarde. Oui, c'est un reportage qui a été retourné en 1978 sur les accidents du travail. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait la manière dont les urgences sont traitées entre le site de Pontchaillou et l'Hôtel-Dieu. Eh bien, on regarde ça tout de suite et vous la commentez juste après pour nous. Merci. Ici, à Rennes, comme dans toutes les capitales régionales, une urgence grave sur 10 est un accident du travail. Pour 500 000 travailleurs bretons, plus de 35 000 accidents du travail en 1976, près de 3 000 cas graves et 96 morts. Il n'est pas dans notre intention maintenant de faire le procès des responsabilités. Nous voulons simplement constater. À Rennes, lorsque la lutte s'engage pour la survie, elle se fait ici, à l'Hôtel-Dieu, au centre-ville, dans le service du docteur Brageul, en réanimation. C'est un peu anxiogène tout ça, dites-moi, Sébastien. Oui, tout à fait. Alors, Benjamin, pardon. L'idée en fait du choix, c'est pas vraiment pour le sujet en tant que tel, les accidents du travail, mais plutôt parce qu'on voit justement deux sites et la manière dont les urgences sont traitées, sont mises en place. Et on voit en fait qu'elles fonctionnent à l'inverse finalement aujourd'hui, même parce que l'Hôtel-Dieu était fermé. Mais l'Hôtel-Dieu au départ était vraiment le centre névralgique où tout se passait. Il a été alors qu'aujourd'hui c'est plutôt Pontchaillou. C'est plutôt Pontchaillou. Effectivement, il a été construit donc sur concours en 1858, donc ça fait 160 ans cette année, par Aristide Tourneux, sur le même plan en fait, que deux hôpitaux qui existaient auparavant, quelques années auparavant, l'hôpital de Garches dans les Yvelines et l'hôpital Lariboisière à Paris. Donc c'était innovant. C'était vraiment très innovant. C'est un hôpital donc, en peigne, la manière dont il est construit en architecture, qui est très fonctionnel, très simple, et qui présente de type néoclassique pour l'époque, et qui présente aussi une certaine monumentalité en fait, qui était voulue dans ce type d'architecture. En quoi c'est éclairant pour l'historien que vous êtes ?
Eh bien là, parce que on voit en fait l'hélicoptère en fait qui arrive donc à Pontchaillou et puis ensuite l'ambulance qui traverse la ville de Rennes et son centre qui n'est pas encore piétonnier pour faire un petit rappel, ce qui est la vidéo de la semaine dernière, et qui arrive donc aux urgences donc de l'Hôtel-Dieu, parce que l'Hôtel-Dieu concentrait vraiment toutes les spécialités donc à cette période-là. C'était là où il y avait donc la réanimation, tous les blocs de chirurgie les plus importants, avec le bloc Pasteur situé donc au centre de la cour de l'Hôtel-Dieu. C'est là où il y a eu aussi le premier centre d'IVG à Rennes. C'est là où il y a eu aussi le centre de transfusion sanguine avant qu'il soit transféré à Pontchaillou. Donc c'est vraiment là que tout était concentré au plus proche de la population, ce qui était vraiment logique au 19e et jusqu'à une grande partie du 20e siècle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé si on fait maintenant le constat au présent ? Alors aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le site de l'Hôtel-Dieu a fermé. Il reste un EHPAD sur ce site et également le CPHR, qui est le centre donc, conservatoire donc, du patrimoine de l'Hôtel-Dieu, enfin de l'hôpital régional exactement, donc, qui va permettre d'exposer un certain nombre d'objets donc, de chirurgie et qui fait régulièrement donc, des expositions. Et l'Hôtel-Dieu donc, a fermé et va faire donc, l'objet d'une restructuration, d'une réhabilitation. Donc on va nettoyer en gros tous les ajouts qui avaient été faits au 19e et au 20e siècle pour pouvoir répondre aux besoins de la médecine. Et puis, l'établissement a été confié donc, à l'établissement foncier donc, pour pouvoir réfléchir sur ce quartier, essayer d'agrandir le centre-ville, de l'étendre, le centre-ville, et offrir donc, un hôtel, des commerces, une auberge de jeunesse, des restaurants, pour essayer de l'ouvrir un petit peu davantage sur la ville. D'accord. Alors, il y a un projet, justement, pour ne pas oublier cet Hôtel-Dieu, un projet de livre sur l'Hôtel-Dieu par le CHU et le CPHR avec un appel à témoignages. Oui, tout à fait, un appel à témoignages donc, qui a été lancé, que je relance donc, aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de parler donc, de l'Hôtel-Dieu pour les 160 ans. Et donc, il y a un appel donc, à témoignages pour les gens qui ont travaillé à l'Hôtel-Dieu, qu'ils soient médecins, infirmiers, sages-femmes, parce que l'Hôtel-Dieu, c'était aussi le centre de la maternité, jusqu'à ce qu'il soit mis donc, à l'hôpital Sud. Donc, il y a un appel donc, à témoignage qui est fait. Je ne sais pas si le numéro peut être Voilà, peut être 06 63 02 57 42. Voilà. Et puis, on signale également que le jeudi 29 novembre, avec Capucine Lemaître, vous présenterez une conférence-projection d'archives filmées sur l'Hôtel-Dieu et Pontchaillou aux archives de Rennes à 18h. C'est bien ça ? C'est ça. Et l'entrée est libre. Oui, et merci gratuite. beaucoup, Benjamin, de nous avoir rejoints. Merci, Boris Charmatz. Et puis, c'est tout de suite l'heure du Coming Next. Je vais tout de suite rejoindre ma chère Catherine. On va voir ce qu'elle a retenu de cette première partie d'émission. Ma chère. J'ai suivi tout le reste, Laurence, mais c'est vrai que je suis restée un peu bloquée sur Monsieur Centaure, qui a dit que les jeunes étaient nés à l'âge de la voiture et que lui n'était pas né à l'âge de la voiture, sachant que la première voiture à moteur à combustion interne était en 1960. On peut dire que monsieur se porte très bien. D'accord. Donc vous êtes comme Boris Charmatz, vous adorez les chiffres, quoi. Ah oui, bah oui, oui aussi. Allez, justement, on va retrouver ce monsieur avec Billy. Billy. 1960. Alors Laurence, ça y est, maintenant qu'on a vu tout à l'heure un peu ce qu'on allait faire ce matin, là, maintenant je vais y aller directement. Richard, t'as pas trop peur ? Non, ça va encore pour le moment. Lui, il a l'habitude, pas moi. Bon, j'y vais, à tout à l'heure. Ouh. Hop là, frein à main, tac, tac, on y va. Donc, tu pars comme ça tranquillement. J'ai pas clignoté. Voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, aujourd'hui je repasse pas le permis. Voilà, complètement. Donc là, tu constates que nous sommes en roue lisse, Ouais. derrière, mais sur le Moi bitume, je le constate pas, j'ai pas... la voiture glisse pas là. Non. Voilà, pourtant on a des pneus lisses à l'arrière. Je Bon. passe des deuxièmes, machin et Deuxième. Alors tous les exercices se feront en deuxième. Donc là, tout. Et là, on le voit pas peut-être là, mais à la caméra, mais il y a de l'eau partout sur la route. Là. Voilà, absolument. Donc comme toute route mouillée, il faut être dans les virages un peu attentif et prendre les bonnes vitesses. Mais là, on est en sécurité. Ce que tu vas faire, tu vas te lancer en première seconde. En suivant ta voie de circulation, qui est celle-ci, là, D'accord. vas-y, tu vas lancer première seconde, tu vas prendre 30-35 km/h, vas-y, lance-toi. Tac, hop, première. Seconde. Accélère un peu, accélère, et tu suis ta route. Voilà. Ok. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Voilà. Donc là, je fais de l'aquaplaning, c'est ça? Voilà, on a perdu pas l'adhérence. trop mal quand même, hein. Voilà, complètement, tout à fait. Donc là, fallait pas utiliser le frein. Ah, jamais de J'ai frein. pas eu de Quand réflexe la voiture d'utiliser le frein. glisse, c'est excellent. C'est impressionnant très, quand même, très hein. bon. Ça glisse. Hein. Le but, c'est que si on veut faire comprendre aux gens les choses assez rapidement, on est obligé d'un peu de les mettre sur le fil. Ok. Là. Donc,
Si c'était serein tout le temps, les gens ne percuteraient pas autant. Refais un tour ? Refais un tour un peu plus rapide. Allez, j'accélère. Donc Voilà, là, j'étais à 20. Et maintenant, je vais accélérer à 30 km/h. Oh non, j'ai pas peur. Voilà, très bien. Donc là, ça y est, je suis à 30 km/h. 30 km/h, voilà. Ouh. Oh bah là, alors là, on a fait complètement un tête à queue. Voilà. J'ai Et calé. qu'est-ce que l'on a pu constater? C'est qu'en fait, entre 20 et 30 km/h, nous avons une énorme différence de comportement de la voiture. C'est impressionnant. Pour une vitesse qui n'est pas, une différence de vitesse qui n'est pas significative. 10 km/h, voilà, on se de dit pas plus. que... Voilà. En Ah fait, oui, c'est impressionnant, la force hein. centrifuge est une force qui dépend du carré de la vitesse. Donc, si tu prends un tout petit peu plus de vitesse, tu vas avoir énormément de plus Donc de le réflexe problèmes. quand il y a de l'aquaplaning, c'est de ralentir. Le but, c'est de lâcher l'accélérateur. Alors déjà, c'est un peu tard. D'accord. Sur la route. Parce que Ok. là, on ne sera pas à 20, 30, on sera à 80, 60, 70. Et donc c'est savoir que dans Ah oui, un on virage sera à mouillé, 80, vaut mieux. ouais. Voilà. Tu Donc peux je lancer, refais on va essayer de être plus J'accélère ? tranquille. Non, plus tranquille. Plus tranquille, 25, 26, c'est bien. D'accord. Et dès que ça va partir, on va Ouais. lâcher l'accélérateur. Le regard, on va le placer dans le virage là-bas à droite. D'accord. Voilà, là, la voiture, tu vois, elle ne bouge quasiment pas parce que notre vitesse est adaptée. ouais. Voilà. Oh là. Lâche l'accélérateur, Je le lâche volant, l'accélérateur. c'est par là-bas. Ah Le oui, regard sur la route. D'accord, ça y est. L'instinct va conduire la voiture là où tu regardes. Bon, et j'ai bien envie de le refaire. Je peux le refaire? On va refaire, Allez. bien sûr, pour sentir un peu la chose. Ah, c'est ça. Donc on comprend Donc bien on que lâche l'accélérateur. Voilà, toujours, tout de suite. Ok. Alors là, je n'ai pas eu le temps de te faire un briefing complet, mais dans cette situation de pas d'adhérence, l'idéal serait de débrayer, de libérer tes roues, mais je t'expliquerai ça après pourquoi. D'accord, ok, ça va. Donc là, 25, 26, on a dit. 26, dès que ça part, Ok. voilà, tu peux monter un petit peu en vitesse, là, encore, voilà, pas trop, voilà, comme ça. Allez, lâche l'accélérateur. Hop là, j'ai lâché. Et là, les roues, on fait comment? Alors là, c'est trop de vitesse, là. et puis le regard n'était pas placé, parce que là, on est en train de découvrir l'histoire, mais c'est ton regard qui va conduire la voiture. Ah Voilà. mince. Pas si simple, Billy. Hein. Bon, allez, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci. La chanteuse rennaise Caroline Day nous a rejoint, mais pour l'instant, on va se tourner vers vous, Fabrice. Bonjour. Bonjour. Il y a un an, le 20 octobre 2017, vous vous élanciez à l'assaut du trail de Bourbon, la petite sœur du Grand Raid de la Réunion. 112 km tout de même et 6400 mètres de dénivelé. Vous avez mis combien de temps, dites-nous? J'ai mis un peu moins de 40 heures. Voilà. 39 heures et 40 minutes. Oui. Waouh. Et donc, en fait, je suis parti le vendredi à 21h et je suis arrivé le dimanche midi. Donc, de nuit pleine dans les paysages magnifiques de la Réunion. C'est un véritable exploit, d'autant plus que vous souffrez d'insuffisance rénale. Le trail de Bourbon, ça n'était pas en plus votre premier défi sportif. Hein. Celui-là, il devait avoir, on imagine, une saveur particulière pour vous. Oui, alors après, c'est un projet de longue date. Hein. Moi, c'est avant tout le plaisir de courir. Et en fait... Vous lancez un défi parce que, oui. Après, c'est une aventure, mais l'aventure, elle est juste un prétexte pour, on va dire, militer, sensibiliser, informer les personnes. Parce que si j'arrive avant tout à faire ce défi, c'est parce que ma pathologie, elle est extrêmement bien traitée à Rennes et que ça me laisse la possibilité de travailler, d'avoir... En gros, j'ai plaisir de dire que je me soigne la nuit pour revivre le jour. Et le traitement en fait, que je réalise à Rennes, en hémodialyse longue nocturne, me permet de vivre pleinement ma vie en fait. Avec Cyril Portanelli, vous avez réalisé justement un film sur cet exploit. On va mieux se rendre compte de vos conditions de vie. Ça s'appelle La montagne dans le sang. On regarde tout de suite la bande-annonce de ce film documentaire. Le temps tourne, le temps s'écoule, comme le sable qui tombe du sablier. Je repense à tous ces moments passés. Pourrions-nous arrêter le temps, tant qu'il est encore temps, ce temps qui tourne comme le souffle du vent. Aujourd'hui, je prends le temps, savourer chaque instant, ne pas faire semblant. Pas besoin de plan, de mauvais sang, la folie du temps, ma vie est au présent, le temps d'un souffle suspendu au temps. It's a running time.
n'est pas prête de s'arrêter. Cette course qui vient de commencer n'est pas prête de s'arrêter. Waouh, on se rend mieux compte effectivement hein, des conditions de la dialyse de nuit. C'est pour courir, enfin pour en faire la promotion, vous souhaitez comme ça courir et mettre en avant votre. Oui, parce que je me suis rendu compte que en fait la dialyse de nuit était rare en France. L'offre de soins était quasi inexistante puisque sur 48 000 dialysés, moins de 0,6% des dialysés ont accès à cette offre de soins. Alors que donc la Bretagne est un peu à la pointe en la matière ? Oui, la Bretagne, à travers la Fondation AUB, qui est un territoire géographique qui a développé sur 6 villes en Bretagne la dialyse longue nocturne. Donc c'est exceptionnel. À Rennes, on a un centre, on a 18 chambres individuelles pour aller la nuit faire ce traitement. Donc l'idée, à travers ce témoignage, c'est d'informer les patients, sensibiliser les médecins, les infirmières sur ce témoignage humain à travers ce documentaire et fédérer les instances, les institutions pour essayer de mettre en place ce type de traitement partout en France, tout du moins pour les personnes actives qui veulent tout simplement travailler, vivre pleinement malgré la maladie. Alors très concrètement, comment ça se passe cette dialyse de nuit ? C'est combien de nuits par semaine ? C'est quelle durée ? Alors en France, les dialyses, faut savoir que la dialyse, c'est pour pallier au dysfonctionnement des reins. Donc ça filtre le sang pendant 4 heures, 3 fois par semaine. Ça, c'est la manière plus générale en France. La dialyse longue nocturne, c'est 3 fois 8 heures par semaine. Donc je pars de chez moi à 21h30, 22h. Je suis branché, je prépare ma machine tout seul, je suis autonome et je suis branché par une infirmière dans le centre, à Montgermont. Pendant que je dors, le sang est filtré pendant 8 heures. Et le lendemain matin, je prends le petit déjeuner là-bas, je me douche et je vais au travail le lendemain convenablement. Donc ça vous permet d'avoir une vie quasiment normale en fait. Ouais, la dialyse non nocturne, elle m'a redonné moi le goût de l'effort parce que j'ai connu les dialyses pendant 5 ans où je faisais ça 3 fois par semaine après mon travail, où c'était extrêmement difficile de tenir un rythme de travail et d'une insertion professionnelle. Et en fait, dès que j'ai commencé les dialyses longue nocturne, j'ai eu du temps après travail. La dialyse longue nocturne permet de ça. Un meilleur traitement et beaucoup plus de temps pour vivre notre vie, tout simplement. Donc en plus, vous prenez moins de médicaments, c'est moins de fatigue. Complètement. Donc c'est un cercle vertueux finalement. L'idée du documentaire, c'est de réaliser des projections débats partout en France sur ce sujet. Donc commencer à projeter le documentaire et après faire un débat de 30-35 minutes. Donc je suis en train un petit peu de structurer un peu la chose parce que je suis un peu seul. Je suis un usager, c'est une personne lambda qui essaye en fait d'informer, de sensibiliser. Donc je suis en train un petit peu de structurer la communication du documentaire. Et ça commence justement ces projections le dimanche 25 novembre à 11h au cinéma Le Sévigné à Cesson-Sévigné. Et puis le co-réalisateur Cyril Portanelli a fait le voyage de la Réunion pour l'occasion. Alors je vais juste rajouter, malheureusement dimanche c'est complet. C'est complet. En revanche, il y a une diffusion à l'EHESP le jeudi 6 décembre. Donc je conseille toutes les personnes d'aller sur la page Facebook puisqu'il y a une inscription obligatoire. La page Facebook La Montagne dans le sang ou le Twitter La Montagne de sang. Du film, voilà. Et donc ça se passera le 6 décembre à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Voilà. Merci beaucoup Fabrice d'être venu nous présenter ce très beau film et puis surtout votre courage qu'on salue vraiment. Merci. Magnifique. L'EHESP, justement, on en parlait, puisque c'est aux presses de l'EHESP qu'est publié votre livre Amour de vieillesse, Maric. Vous avez également un autre cliché que vous souhaitez combattre, c'est que la vieillesse ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Et ça, pareil, c'est une idée reçue. Et oui, les seniors ne se protègent pas. C'est l'effet, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, d'avoir connu un peu cet âge d'or autour de mai 68 et cette modernisation sexuelle, où les politiques avant avaient éradiqué l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, ils n'ont pas l'habitude. C'est aussi une génération qui a connu aussi la longévité conjugale. Et donc, ils n'ont pas l'habitude de se protéger. Ils sont aussi persuadés que ça aura un effet, notamment pour les hommes, sur la qualité de leur érection.
Donc voilà. Alors aujourd'hui, les infections sexuellement transmissibles en France, elles ne sont pas dépistées pour les seniors. On ne sait pas. On n'y pense pas. Disons pour une jeune fille, les médecins vont y penser tout de suite. Et par contre, une personne pour une plus femme âgée, qui viendrait consulter pour des douleurs abdominales, par exemple, elle a plus de 60 ans, on ne pense pas nécessairement à lui faire des examens là-dessus, ce qui est le cas dans d'autres pays. Pour information, aux États-Unis, la syphilis, c'est plus 73% par an. Voilà, un chiffre qui parle tout seul. Hein. Marie, vous avez une autre casquette, celle de présidente de l'IREPS Bretagne, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Et dans ce cadre, vous allez donner une conférence lundi 26 novembre de 14h à 16h au Théâtre L'Hermine de Saint-Malo. Cette conférence, elle sera intitulée « Les amours après 60 ans » et c'est une démarche un peu particulière. Alors expliquez-nous. Alors c'est financé par la Conférence des financeurs, qui est un regroupement d'acteurs de santé qui finance des actions de prévention. Je fais l'intervention, la conférence avec Aude Théodin, qui est la directrice du Centre de prévention Bien Vieillir de Bretagne. Et effectivement, nous voulons démonter ces fameuses idées reçues dont on a parlé tout à l'heure, et démontrer qu'il y a toujours un intérêt pour la sexualité, et surtout donner un peu de conseils, distinguer... faire le tri entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, quand est-ce qu'il faut consulter, quand est-ce qu'on est de l'ordre des troubles du désir, parce qu'on a moins d'intérêt pour son partenaire, qui ne sont pas automatiquement des troubles sexuels, par exemple. Voilà. Donc cette conférence, elle sera suivie également d'ateliers en décembre et janvier. Donc il y a un suivi. Voilà. Et il y aura également une conférence à Rennes sur le sujet le 14 janvier à l'Opar, et ça doit être également l'après-midi. C'est un cycle complet en Bretagne qui aura lieu. Et puis ces ateliers, ils sont importants parce qu'ils vont permettre aux personnes de pouvoir échanger en petits groupes et d'avoir des tas de réponses sur des tas de sujets. Comment je l'annonce à mes enfants, comment je rétablis la communication dans mon couple sur les questions de sexualité, tout ça. Merci beaucoup, Maric, d'être venue nous présenter tout ça. On va retrouver l'ami Billy, justement. Où en est-il de ses glissades, Billy? Alors Laurence, on a vu tout à l'heure dans les virages comment ça s'est passé. Je peux vous dire que c'est des sensations vraiment impressionnantes. Il ne faut pas contrôler, il faut laisser son instinct aller. Et là, on va aller faire une ligne droite, c'est ça Richard? Une ligne droite, absolument. Bon, écoutez, on va faire la ligne droite et on va se retrouver tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On va passer à droite de ce cône, le premier. D'accord. Et on va doubler les deux qui sont, on va dire, sur deux cyclistes. On va passer sur la voie de gauche et ensuite il faudra revenir à droite. Voilà. Ok. Tu prends une vitesse de 30 km/h. Bon, tranquille. Ça marche. Vas-y, première seconde. Hop là. Donc là, je vais là et je un peu plus vite, un peu plus vite. Voilà, clignote. Ouais. Voilà. Voilà. Et ensuite, on revient. Oh là 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 là. Oh bah alors là. Donc, ce que je constate là dans ton dépassement, c'est que tu n'as pas fait un dépassement là. Tu as fait un contournement de voiture. Tu es allé plein à gauche, plein braquage à droite. Non, non. Un dépassement, c'est un changement de file. Tu es sur une file de droite, tu passes sur une file de gauche, ça demande très peu de volant. Là, et ensuite, voilà. Voilà. Mais tu vois, nos stagiaires, là, les premières 20 minutes, alors tu repasses pas sur la plaque dans l'autre sens, mais voilà. Les premières 20 minutes soient un peu tendues. Puis doucement, ils comprennent qu'ils sont en sécurité, donc ils se lâchent doucement. Parce que nous, la pédagogie ne passera pas s'ils sont vraiment trop tendus. Eh ben voilà, écoutez Laurent, je pense qu'on a passé, j'en suis sûr même, on a passé une très très bonne matinée. Merci beaucoup Richard. Plaisir, c'est un vrai plaisir. On a appris 2-3 petites astuces pour se sentir mieux et en sécurité là, à l'approche de l'hiver, entre l'eau, la neige qui va arriver. Donc on fait quoi? On écoute son instinct, on ralentit et puis surtout pas de frein quand on fait un coup de volant. Et on ralentit, on adapte sa vitesse à la situation. Adaptons notre vitesse et on débraye pour pas caler. Bon allez, à très bientôt tout le monde et on revient ici au Centaure, Heureux, pour venir se former pour un petit prix et ça peut sauver beaucoup de vies. Allez, à bientôt tout le monde. Merci Billy, vous êtes vraiment tout terrain, pas de problème, on vous prendra comme chauffeur. Allez, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais c'est pas tout à fait faux. La vôtre, Caroline Day, très certainement, en tout cas, bonjour. Bonjour. On va tout de suite s'en rendre compte en écoutant votre chanson. Alors comment on prononce ça? Wow? O-W, O. Alors O, voilà, le clip a été tourné dans les rues de Rennes où vous avez surpris les passants. On regarde un petit extrait. I'm missing high or low. You never hear me though. I may play it quick or slow. You never like it though. I've been acting like a yo-yo. My pride I had to swallow. These
this fancy dress I borrowed. It seems so long ago. See that big smile of mine. You'll never see me cry. See that big smile of mine. You'll never see me cry. I'm tired of sitting in a row. I will no more follow. It is time to grow and use all the things that I know. Oh, c'est le nom de cette chanson. C'est aussi le nom de votre premier album sorti en septembre 2017. Elle dit quoi de vous, cette chanson? Vous êtes une optimiste née. Oui, c'est ça. She's a smile of mine. Oui, c'est ça. Je suis née heureuse. Vous souriez à la vie. Voilà, c'est ça. Ça se voit. Vous vous présentez comme une chanteuse pop, folk, jazzy, 3 univers qui sont pourtant bien différents, mais que vous arrivez à mélanger, à mêler. Oui. Ben, je voudrais pas faire quelque chose qui soit du déjà vu tout le temps. Puis c'est comme ça, je fais pas de choix non plus. Chaque chanson a sa couleur. Sur cet album, il y a 10 chansons. Elles sont toutes différentes. Donc, voilà, comme ça, je choisis pas. Je fais tout ce que j'aime. Oui, et puis ça vous évite qu'on vous mette dans une case aussi. Hein. Vous n'aimez pas ça, vous, les cases? Non, c'est trop étroit. Mais après, il faut trouver aussi son public, les festivals où on peut correspondre. C'est sûr que c'est pas du jazz pur ou de la pop pure. Votre public qui vient à vous, même directement dans la rue, s'assoit sur votre canapé. Comme ça, c'est beau, non? Votre musique, c'est aussi la synthèse de votre parcours musical. Ah oui, de pas mal de choses. J'ai commencé comme tout le monde, comme choriste, mais avant ça, j'étais saxophoniste. Ce qui fait que quand je voulu me mettre au chant, c'était toute la colonne d'air, tout le travail était déjà là. Donc, je suis partie avec un petit bonus, quoi. Et, ça fait seulement 3 ans que vous chantez ça fait 3 ans en solo. que vraiment j'ai mis toute mon énergie sur ce projet-là. Voilà. C'est une histoire de rencontre? C'est quoi? Oui. Il y a eu un déclic. Parce qu'il faut rencontrer les bons musiciens, et là en l'occurrence un arrangeur, parce que moi je ne suis pas guitariste ni pianiste. J'écris les mélodies, j'écris les paroles, mais il me fallait un arrangeur. Et j'ai fait partie de l'ensemble moderne de jazz de Bréquigny, dirigé par Pierrick Biffaut sur un projet ponctuel, et j'ai vraiment adoré les arrangements qu'il faisait pour le Big Band. Donc je lui ai demandé s'il voudrait bien faire les arrangements pour moi, et il a accepté. Du coup, il est rentré dans mon univers, c'est pareil, parce que c'est pas forcément facile, mais ça a pris en un an, ça a été bon. On a fait les 10 titres là. Alors, un coup de cœur au point de quitter quand même votre vie professionnelle. Hein. Vous travaillez dans l'édition, et puis vous étiez aussi plasticienne. C'est quand même fort, vous êtes une artiste pluridisciplinaire. C'était le besoin de s'exprimer vraiment qui vous tenaillait? Oui, je m'ennuyais un peu dans le monde de l'entreprise, parce que je savais qu'à l'extérieur, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc j'ai décidé, il y a 3 ans, vraiment d'arrêter de faire... D'arrêter de travailler pour les autres et puis de vous consacrer à vous. Oui, qui demande encore plus de travail, parce que c'est non-stop. Et je suis très heureuse vraiment de l'avoir fait, oui. Eh bien, écoutez, pour notre plus grand bonheur également, alors vous serez sur scène très prochainement, le 29 à Nantes, le 30 à l'Anti-Sèche à Noyal-Châtillon sur Sèche, à l'Anti-Sèche, c'est ça. Et la scène, c'est pour vous des moments privilégiés? Vous adorez ça? Oui, j'aime bien. C'est là qu'on rencontre les gens, qu'on échange. Parce que c'est vraiment ça la musique. Enfin, pour moi, c'est partager mes chansons, les émotions. Donc oui, les concerts, c'est important. Bon, eh bien, écoutez, ils seront nombreux à venir, c'est sûr. On retrouve toutes vos dates sur votre site internet carolineday.fr. Et bien voilà, on fait wouh. Merci. Et avec le sourire, parce que vous nous en montrez un beau en tout cas. Allez, on va tout de suite accueillir Liliane Blanchet pour le débriefing de cette émission qui touche à sa fin. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Où elle est en forme, Liliane? Oui, bonjour Liliane. Bonjour, je suis la chroniqueuse senior, on peut le dire, l'émission. Alors Liliane Blanchet, donc je viens forcément témoigner, Marie, de ce qui se passe avec moi et André. Peut-être vous donner un témoignage aussi un peu plus concret. Vous l'aviez dit, c'est une question d'entretien.
s'entretient, bah oui, c'est comme la voiture, hein, ça s'entretient. L'entretien des 10 000, on vérifie le niveau d'huile, tout ça. Et on évite les sorties de route, hein, parce qu'on croit toujours que ça arrive aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres, comme disait le monsieur tout à l'heure. Non, moi j'ai retrouvé mon André à plat un bon nombre de fois quand même depuis quelques années. J'ai failli l'emmener aux urgences, mais il y a plus à l'Hôtel Dieu, alors bon, j'ai failli le laisser à l'EHPAD quand même, mais je le gardais avec moi parce qu'on s'amuse bien quand même avec mon André. En tout cas, je ne sais plus lire, il est moins gaillard que vous, hein, Fabrice Huret, lui c'est la raclette qu'il a dans le sang, pas la montagne, hein, parce qu'on profite quand même. Alors, vous parliez aussi d'adapter sa vitesse, le sexe et l'amour aussi, même quand on est vieux, c'est une question de rythme. Alors là, j'ai vu un petit jazz, bossa nova, la Caroline Day, je vais acheter le CD, puis on va s'écouter ça avec mon André, hein, on va voir ce que ça donne, c'est un joli petit rythme. En tout cas, oui, aimez-vous surtout, c'est important, hein, à tout âge. Voilà, merci, bisous. Merci, Liliane. Je retourne voir André, je crois qu'il s'est un peu émoustillé, je vais aller voir s'il est remonté un peu. André. Elle est à fond. Bon, merci beaucoup Liliane. Mais merci à tous d'avoir été à nos côtés. On vous souhaite une très très belle journée. Eh bien écoutez, sur France 3, Bretagne, Kenavo. Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun. C'est une seconde chance. Je suis paysagiste et je fais la conception des nouveaux aménagements. J'ai commencé à l'âge de mes 16 ans. J'ai fait un apprentissage aménagement paysager. Et après, bon, je suis tombée malade, donc du coup, je voulais continuer dans le métier-là. Quand je suis arrivée en fauteuil, je me suis dit qu'au final, c'est pas parce que j'avais perdu de l'autonomie que j'y arriverais pas en fait à être en bureautique et continuer en fait un petit peu le terrain. Donc on a mis tout en place et au final, le travail fourni compense un petit peu cette perte. Au niveau des massifs, parce que tu vois, Je garde l'échange professionnel et social et du coup c'est important parce que la conception on peut pas la faire forcément tout seul, il faut réunir les idées. Chacun va mettre un petit peu sa graine, on va dire, dans le projet. Bah, c'est tout aussi important que d'être sur terrain, donc c'est vrai que c'est bien. Delphine est venue valide hein, au début, elle est venue, elle était apprentie, maintenant elle est dans une chaise roulante. Et nous, on a pu s'adapter à son handicap. Et elle, pareil, on lui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle s'adapte à son travail. Mon travail, c'est une passion. Donc, du coup, j'ai voulu en créer une symbiose parce que c'est ce qui m'a fait me relever aussi et m'accrocher. C'est, on va dire, une seconde chance de ma vie, en fait. Des sujets qui vous concernent, tournés dans toutes les régions de France. Présenté par Grégoire Bouscambert, c'est l'Instant R, tout de suite sur France 3.